Bonjour à tous. Donc, je viens vous parler de l'équité des algorithmes d'intelligence artificielle utilisés par les entreprises et les administrations. Comment savoir si un algorithme est raciste, misogyne ou discriminatoire à l'encontre d'une minorité? Eh bien, c'est le sujet d'un programme de recherche que nous menons à HEC Paris dans le cadre du centre que nous avons lancé récemment avec l'Institut Polytechnique de Paris, et le centre de recherche s'appelle HiParis. Alors, les algorithmes qui nous intéressent ici, ce sont des algorithmes extrêmement importants pour les individus, parce que ces algorithmes peuvent changer leur existence. On parle d'algorithmes qui conditionnent l'accès à un prêt immobilier, par exemple. La banque ou la fintech va utiliser un modèle de scoring pour décider de l'attribution de ce prêt. Okay. Ces algorithmes peuvent aussi conditionner l'accès à un travail, avec un algorithme qui va gérer de manière automatique les CV qui sont soumis, ou analyser les vidéos qui sont soumises par les candidats. C'est également l'accès à l'enseignement supérieur qui peut être conditionné par ces algorithmes. Un exemple récent est l'exemple anglais ou plus proche de nous, Parcoursup. L'accès à l'amour également, avec les plateformes, les applications de rencontres qui utilisent ces algorithmes pour favoriser la rencontre entre certaines personnes. Et même l'accès à la liberté qui peut être conditionné, ça c'est ce qu'on appelle les algorithmes utilisés dans le domaine de la justice prédictive, par exemple pour décider de la libération conditionnelle d'un individu. Eh bien, ces ressources fondamentales à la vie des êtres humains sont conditionnées par ces algorithmes. Alors pourquoi ces algorithmes sont tellement populaires? Ils sont particulièrement performants, comme vous le savez. Ils sont rapides, parfois ils sont même instantanés. Ils sont moins chers car scalables, et ils ont la possibilité de gérer de manière très rapide de grandes quantités de données. Et à la différence des êtres humains qui sont traditionnellement chargés de ces décisions, ils sont neutres et équitables. Alors, cette neutralité a été remise en question récemment par des critiques, des scandales parfois, certaines entreprises utilisant ces algorithmes et étant critiquées ouvertement dans la presse, Apple Pay faisant la première page du New York Times par exemple. Car leur algorithme était particulièrement généreux envers les hommes et beaucoup moins généreux envers les femmes, parfois des limites de crédit qui étaient 20 fois supérieures pour les hommes que pour les femmes, et ce même lorsque l'homme et la femme vivaient ensemble sous le même toit, dans le même foyer fiscal, ce qui rend la chose difficilement compréhensible. Mais au-delà de la finance, on a des exemples dans le domaine des ressources humaines, où une autre GAFAM se faisait épingler, à savoir Amazon, dans le domaine des applications de rencontres, la justice prédictive, qui apparemment utilisait des algorithmes qui étaient bien souvent racistes. Donc on a un vrai risque réputationnel pour les entreprises qui utilisent ces algorithmes, et même un risque réglementaire, parce que la réglementation change. Pas plus tard qu'hier, c'était la ville de New York qui nous annonçait mettre en place une régulation stricte au niveau de l'usage de ces algorithmes dans le domaine du recrutement. Et toujours en janvier 2021, c'était une première décision de justice en Italie, où une entreprise de la gig economy, à savoir Deliveroo, était condamnée car elle utilisait apparemment des algorithmes discriminatoires contre des salariés qui avaient été atteints du Covid. Alors qu'est-ce que c'est qu'un algorithme non équitable? C'est un algorithme qui va traiter différemment, les membres d'un groupe qui partagent une caractéristique commune. Et ce traitement est systématique. Cette caractéristique commune peut être protégée, c'est un attribut protégé soit par la loi, soit par la morale. Alors on va s'intéresser dans nos applications au genre, on va s'intéresser à l'âge, on va s'intéresser à la localisation des individus. Alors aux États-Unis, il y a également des études concernant l'origine ethnique, la couleur de peau, l'orientation sexuelle, la religion, des sujets qui sont moins possibles chez nous, mais les méthodes que nous développons peuvent aussi accommoder ce genre d'application. Alors, cette notion d'équité, c'est quand même quelque chose d'assez récent au niveau scientifique, en machine learning. C'est quelque chose qu'on regarde depuis 4-5 ans. Pendant très longtemps, il y avait un focus performance, un focus robustesse, mais depuis 2017-2018, c'est un sujet très important au niveau scientifique. Et au-delà de la sphère académique, c'est maintenant l'équité, l'éthique, un pilier fondamental de ce qu'on appelle l'IA responsable, au même titre que la robustesse,
la transparence, et si pas transparence, au moins l'explicabilité des décisions qui sont prises par ces algorithmes, tout comme le respect de la loi et maintenant le respect de l'éthique. Alors pourquoi on a ces problèmes? Pourquoi on a ces problèmes d'équité au niveau de ces algorithmes? Alors un algorithme est développé par un être humain. Alors si l'être humain qui le développe est lui-même biaisé ou a des préférences marquées pour ou contre certains groupes dans la population, il pourrait le transmettre à son algorithme. Alors plus fréquent, c'est plutôt les données qui sont utilisées pour entraîner cet algorithme. Si les données qui sont fournies à l'algorithme sont des décisions humaines qui ont été prises par un juge, un DRH, un banquier qui prenait ces décisions lui-même, eh bien, si cette personne était biaisée, eh bien, l'algorithme va devenir biaisé en apprenant à partir de ces données biaisées. Une autre possibilité, c'est que ces algorithmes sont tellement flexibles, tellement performants et opaques, et utilisent des données qui viennent de plusieurs sources et un grand nombre de données, que parfois on peut avoir des résultats qui sont difficiles à expliquer. Et on peut se trouver dans une situation où il y a une discrimination, évidemment, qui est involontaire, mais qui est problématique. Alors comment résoudre ce problème? Alors si on n'a pas envie qu'un groupe de la population, par exemple les femmes, soient discriminées par un algorithme, on pourrait ne pas donner cette information à l'algorithme. C'est ce qu'on fait dans le domaine bancaire, on interdit les banques d'utiliser cette info. Mais ça ne suffit pas, parce que l'algorithme étant tellement flexible qu'il va combiner des informations sur le salaire, sur le type de contrat de travail, sur le secteur d'activité, et il va pouvoir synthétiser par triangulation statistique cette information et va synthétiser le genre. Donc si l'algorithme veut avoir l'information, il sera capable de la reproduire. D'aucuns pensent également qu'il suffit de rendre interprétable une décision. Donc, encore une fois, un algorithme, ce que ça fait, ça prend des variables et ça les transforme en décisions. Bien souvent, cet algorithme est compliqué, opaque. Donc, c'est une boîte bleue dans mon slide, mais c'est souvent une boîte noire. On ne sait pas les chemins qui vont relier ces variables, quelle variable est la décision finale. Donc, on a tout un travail d'interprétabilité qui se fait pour identifier les variables qui conditionnent le résultat final. Alors, dans cet exemple, on a les variables x12 et x34 qui sont identifiées, mais ce n'est pas parce qu'on a rendu l'algorithme interprétable qu'il est équitable. C'est un autre problème. Donc, un exemple concret, c'est l'exemple d'un modèle de scoring bancaire où une banque accorde des prêts à des personnes, des hommes et des femmes. Donc, ce qu'on va faire avec une mesure standard de mesure d'équité, c'est qu'on va regarder le pourcentage de dossiers déposés par des hommes qui sont acceptés par la banque et on va le comparer au nombre de dossiers acceptés lorsque ceux-ci sont déposés par des femmes. Donc, dans cet exemple, on peut avoir 40% d'acceptation pour les hommes et uniquement 25% pour les femmes. On a 15 points de pourcentage entre les hommes et les femmes. Est-ce que 15, c'est un montant important? Ça, c'est à discuter. Certains disent que ces différences peuvent venir du fait que peut-être les dossiers qui étaient déposés par les femmes étaient moins solides au niveau financier. Alors c'est pour ça que typiquement ce qu'on fait, c'est qu'on va considérer des classes de risque homogènes où on ne va considérer que des personnes qui ont par exemple un niveau de revenu qui est élevé ou qui bénéficient d'un contrat à durée déterminée depuis au moins 5 ans, qui est propriétaire de son logement. Et là, on va comparer à l'intérieur de ce groupe beaucoup plus homogène les pourcentages d'acceptation pour les hommes et les femmes. Dans cet exemple, on a 70% pour les hommes, 60% pour les femmes. Donc on a réduit l'hétérogénéité, on a aussi réduit la différence entre les hommes et les femmes. Mais ce qui n'est pas clair, c'est que est-ce que 10 points de pourcentage, c'est problématique? Oui, c'est plus embêtant que si on avait 5, mais est-ce que 5, c'est problématique? On a, à l'heure actuelle, des indicateurs, des thermomètres, mais on ne sait pas à partir de quelle température l'algorithme est malade. Alors, c'est la contribution de notre groupe de chercheurs à HEC. Nous avons développé toute une procédure en 3 temps qui permet d'opérationnaliser ce genre d'analyse. Et la première chose que nous faisons, nous posons un diagnostic sur un algorithme donné. Et nous allons tester si cet algorithme, à l'aide de tests statistiques que nous avons développés, si cet algorithme est équitable. Et si nous pouvons rejeter l'hypothèse d'équité, eh bien cet algorithme va être classé rouge, d'après notre terminologie. Et d'autres algorithmes n'ont pas de problème, ils vont être classés verts. Alors si vous avez un algorithme de type rouge, on passe à la deuxième étape et là on va essayer de comprendre d'où vient ce problème d'équité. Quelles sont les variables qui
causes qui sont à la source de ce problème d'équité. Alors c'est ce qu'on appelle l'interprétabilité de l'intelligence artificielle. Nous avons développé des outils dédiés à ce genre d'analyse pour identifier précisément les variables parmi les centaines de variables utilisées, celles qui sont à la source de ce problème. Puis, une fois qu'on a identifié ces variables, on va se poser la question, comment on peut résoudre ce problème? Quelle variable doit être modifiée? Quelle variable doit être supprimée de l'analyse, en gardant toujours en tête l'impact sur la performance et la stabilité du modèle? Donc, lorsqu'on implémente cette méthodologie, par exemple, dans le cas d'un modèle de scoring, là, on a une banque qui reçoit des applications de personnes et puis qui va décider, oui ou non, d'accorder ce prêt. Alors, la banque, elle a tout un dataset à sa disposition avec plein de caractéristiques sur les emprunteurs et elle va utiliser plusieurs modèles. Alors là, on a 9 modèles qui représentent les grandes familles de modèles en machine learning et puis on voit que ces modèles, en fait, ils ont la particularité suivante, c'est qu'ils sont assez proches en termes de performance. Ils sont tous bons, des performances qui sont bonnes pour prévoir la probabilité de défaut de ces emprunteurs. Par contre, ils sont fondamentalement différents sur la dimension équité. Le traitement des femmes par ces algorithmes est vraiment variable. Certains sont très équitables, ils accordent autant des prêts aux femmes qu'aux hommes, et d'autres ne le sont pas du tout. Alors ceux qui sont à droite, c'est ce qu'on appelle les réseaux de neurones artificiels, et dans cet exemple précis, ils accordent beaucoup moins de prêts aux femmes. Alors on va essayer de comprendre dans cette deuxième étape d'où vient le problème. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder pour chacune des variables qu'on a considérées ici, on va regarder si elle est importante par rapport à l'équité. Alors prenons l'âge. On a ici des emprunteurs entre 25 ans et 58 ans. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous les mettre à 25 ans. Okay? On leur met tous le même âge, et puis on refait l'analyse, et on va voir si notre conclusion par rapport à l'équité de ou le manque d'équité en l'occurrence de cet algorithme, est ce qui va changer lorsqu'on met le même âge à tout le monde. Et exactement ce qu'on trouve par rapport à l'âge, c'est lorsqu'on donne le même âge à tout le monde, l'algorithme devient équitable. Donc c'est effectivement une des sources de problèmes d'équité est à chercher au niveau de l'âge. Donc l'âge, c'en est une des 6 variables que nous avons avec notre procédure identifiées. Alors une fois qu'on a identifié ces variables, ce sont les variables qui apparaissent en rouge ici. Elles sont soit très corrélées avec le défaut, qui est la variable cible de ce genre d'études, soit très corrélée avec l'âge, avec le genre, et ça c'est le cas de l'âge par exemple. Alors là, le travail des data scientists est de choisir la variable qui va pouvoir être soit modifiée, soit transformée, de telle sorte que l'algorithme devienne équitable, tout en gardant en tête la performance et l'utilité du modèle. On a maintenant une optimisation qui est bidimensionnelle. On veut être performant, mais on veut être équitable. D'accord ? Et là, le rôle des métiers est extrêmement important parce que le métier va nous dire il y a certaines variables, c'est impossible, tout ce qui est l'historique de paiement, on doit absolument le garder. Donc il va y avoir une discussion très intéressante pour essayer de résoudre ce problème, mais c'est une discussion entre les data scientists et les métiers afin de scorer à un bon niveau, tant au niveau de la performance et de la robustesse que de l'équité. Voilà le genre d'exercice que nous réalisons à HEC Paris. Je vous remercie.